C'est la rentrée littéraire, à la une également ce soir, le tout premier roman d'Estelle Sarabul. Elle est notre invitée, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Ce premier roman, il a pour titre « Là où les chiens aboient par la queue », édition Liana Levy. Vous venez de remporter le prix Stanislas, dont le jury est présidé cette année par Leila Slimani, prix Goncourt. Vous participez aussi au festival Livre dans la boucle de Besançon, ce sera du 14 au 16 septembre prochain. Alors dans ce roman, vous racontez le destin d'une génération d'Antillais pris entre deux mondes. Au fil des conversations, il y a Antoine, une femme à poigne, qui fait revivre à sa nièce le passé familial. Une nièce née en banlieue parisienne. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire d'où vient ce fascinant personnage qui s'appelle Antoine? Alors, il est très inspiré d'une personne de ma famille, en l'occurrence ma tante. Après, bon, j'ai romancé pour les besoins du récit, mais c'est vrai que j'ai été bercée, moi, par des récits comme ça de vie et d'exil vers la métropole, donc j'ai pas eu de mal, finalement, à créer ce personnage. Ouais, je disais une femme à poigne, c'est un euphémisme. C'est vrai. Comment est-elle? Qu'est-ce qui la caractérise? Elle est très indépendante, elle se moque totalement de ce que les gens peuvent dire d'elle. Des conventions, elle n'a pas besoin d'un homme pour être épaulée. Elle trace son sillon sans regarder ce que disent les autres. Alors la nièce, en tout cas vous êtes née à Créteil en région parisienne, même si c'est bien entendu romancé. Il y a une part de fiction. Père guadeloupéen, mère qui a grandi à la frontière entre la France et la Belgique. Vous donnez une large place à une période précise de l'histoire de la Guadeloupe et du rapport entre l'île et la métropole. C'est les années 50-60. Ouais. Pourquoi est-ce qu'à votre avis c'est une période charnière? En fait, c'est quasiment en écrivant le roman que je me suis rendu compte que c'était vraiment une période charnière pour la Guadeloupe à plusieurs plans. D'abord parce qu'il y a eu à ce moment-là le grand exode justement des Antillais vers la métropole pour différentes raisons. Au même moment, il y a eu cette urbanisation massive qui a touché Pointe-à-Pitre, où il y a eu une explosion, l'arrivée du béton, les constructions. Et puis c'est le début du tourisme, Ouais. donc l'arrivée des touristes qui arrivent dans l'île et qui vont changer forcément, qui vont impacter les modes de vie. Donc ça a été vraiment charnière pour ça. Pourquoi ont-ils quitté la Guadeloupe? Un des motifs, c'est quoi? C'est la main-d'œuvre? C'est pour aller travailler en France? Exactement, et il y avait notamment quelque chose de très planifié à ce niveau-là qui s'appelait le Bumidum, que la métropole et les ministères avaient mis en place, et effectivement qui facilitait, entre guillemets, l'arrivée des Antillais en métropole. Simplement, à l'arrivée, les rêves étaient loin de la réalité pour beaucoup d'entre eux. Alors justement, c'est ce que transmet cette tante à sa nièce, la tante Antoine. Alors vous ne parlez pas créole, je le disais, c'est plutôt construit au fil de conversations. Comment est-ce que vous avez fait pour façonner et pour, au fond, bâtir et travailler ce dialogue? J'avais plusieurs voix dans la tête, vraiment les récits que j'ai eus de mes parents, de mes tantes. Et donc, dès le départ, j'ai eu envie comme ça d'un récit polyphonique qui permette de bien montrer les différentes façons pour les Antillais d'avoir ressenti cette grande vague migratoire. Il y en a qui l'ont très bien vécu, qui étaient contents d'arriver en métropole. Pour d'autres, ça a été violent. Pour d'autres encore... Au même titre que sont arrivés beaucoup d'immigrés d'Afrique du Nord, notamment. Exactement. Vous compareriez? Oui, je comparerais. Il y avait effectivement une ambiance assez parallèle. D'ailleurs, quand il y a eu les événements assez violents en Guadeloupe en 67, pour beaucoup, ça a rappelé les événements d'Algérie, par exemple. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui en France d'une communauté antillaise? Est-ce qu'à vos yeux, la créolité existe? Je vous pose la question parce qu'on voit parfois des signes pour les jeunes Français de Martinique, Madinina notamment. On voit le chiffre 972, Ouais, c'est bien celui-là. 974. On voit beaucoup parfois. Alors pour certains, c'est un repli, pour d'autres, c'est une fierté identitaire et culturelle. Comment vous positionnez par rapport à ce sujet? Je crois que c'est assez ambigu. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une communauté antillaise très soudée au sens où on pourrait en avoir pour d'autres communautés, parce que vraiment les Antillais avant tout se sentent français et ont eu la volonté dans ces années-là de s'intégrer totalement. Du coup, il y a peut-être une dilution comme ça dans le paysage national qui empêche que ce soit une communauté très forte. Et en même temps, les racines demeurent, la culture est importante, donc il peut y avoir comme ça des résurgences, des signes extérieurs, mais de là à parler de communauté créole... Vous n'iriez pas jusque-là. Non. Alors, il y a beaucoup de clichés qui tournent autour des Antillais. Vous dites, contrairement à beaucoup d'autres d'ailleurs écrivains, vous dites que les clichés sont plus forts que la littérature et finalement, vous ne faites pas leur éloge, mais vous dites qu'ils ont un rôle à jouer. Pourquoi dites-vous ça? Parce que les clichés, c'est toujours ce qui a permis effectivement aux gens de se représenter l'inconnu, une façon de comprendre ce qui est extérieur et étranger. Donc c'est pas forcément positif, bien sûr, mais c'est vrai qu'on ne peut pas nier que des clichés perdurent et on peut essayer de jouer avec, il y a une ambiguïté, mais ils sont là. Alors, il faut peut-être lutter, voilà, faut tenir compte de ça. Et la littérature en tient compte. Merci beaucoup Estelle Sarabul. Là où les chiens aboient par la queue, édition Liana Levy. Merci à vous d'être venue sur notre plateau.